Afghan, signé Solène Chalvon-Fioriti, un film choc, un film coup de poing et une question centrale. Comment en est-on arrivé là? On va se poser cette question avec nos invités. Chekeba Hachemi, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de l'association Afghanistan Libre, cofondatrice de Stand, Speak, Rise Up. Vous êtes née à Kaboul, vous êtes arrivée en France à l'âge de 11 ans. Première femme afghane à avoir été diplomate auprès du gouvernement provisoire après la chute des talibans en 2001. Et vous avez été récompensée à de multiples reprises pour votre engagement. Najat Vallaud-Belkacem, bienvenue à vous également. Présidente de France Terre d'Asile, directrice France de l'ONG One, ancienne ministre des Droits des Femmes et ancienne ministre de l'Éducation. Chekeba Davod, bienvenue à vous également. Vous êtes comédienne, interprète, artiste engagée, membre du collectif Le Bruit qui court. Vous militez pour que la France facilite la délivrance de visas pour les femmes afghanes en exil. Également présidente et fondatrice de l'association Le Cercle Persan. Et vous avez vous-même fui l'Afghanistan il y a 15 ans. Karim Pakzad, bienvenue. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, Institut de recherche internationale et stratégique, spécialiste de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Iran et de l'Irak, docteur en droit. Et vous avez notamment enseigné les sciences politiques à l'université de Kaboul. Merci à tous les quatre d'être ici. Je voudrais qu'on prenne d'abord le temps de rester sur ce constat absolument effrayant du film. Les talibans, semble-t-il, cherchent à effacer les femmes, à les supprimer du paysage. Chekeba Hachemi, est-ce qu'on peut parler d'un système de discrimination sexiste institutionnalisé? Un système comme il n'en existe pas ailleurs? Non, écoutez, ce qui est intéressant aussi de voir, ce qu'on ne dit jamais depuis 2 ans, c'est que l'Afghanistan est le seul pays au monde où par une loi écrite, l'éducation des filles est interdite. On ne se rend pas compte, mais c'est quand même, voilà, en 2023, ça existe. Et puis surtout, il y a 28 millions de femmes et petites filles qui ont été enterrées vivantes du jour au lendemain par ce même pouvoir à qui on a donné quand même un peu la clé le 15 août 2021, l'Occident, en nous faisant quand même avaler depuis 2-3 ans, en les appelant les talibans modérés, en nous disant sur vos plateaux, sur tous les plateaux, ici même nos politiques et dirigeants, que ce sont des gens avec qui on peut négocier et que la condition des femmes, selon nos valeurs démocratiques de l'Occident, c'est une condition sur laquelle on ne va pas déroger. Aujourd'hui, on voit 2 ans après que ces femmes sont murées vivantes, elles n'existent tout simplement pas, et que, voilà, on aimerait bien, nous, les Afghans et les Afghanes, savoir ce qui est devenu de toutes ces négociations et tous ces accords qui ont été signés avec ces terroristes qui, pour nous, on le savait très bien, c'est exactement la version 2 des talibans 96-2001 qui sont arrivés à nouveau le 15 août 2021, à nouveau, qui ont pris le Kaboul. On approfondira la question de la responsabilité potentielle du côté occidental, bien sûr. Restons peut-être encore quelques minutes sur le constat qui est fait par le film. Chekeba Davod, on remarque que les parcs leur sont interdits, les salles de sport leur sont interdits, les bains publics leur sont interdits. On se demande aujourd'hui ce qui leur est autorisé, ce qui leur est permis. Est-ce que des choses sont encore autorisées aux femmes en Afghanistan ? Bon, c'est une question qui est assez claire, à mon avis. Je pense que depuis l'arrivée des talibans, tout de suite, ils ont effacé le ministère des Affaires des femmes par un milice qui s'appelle la prévention de vertu et prévention de vice et promotion de vertu. Ils ont effacé tout ce qui a été créé par l'ancien gouvernement pour remplacer leur propre loi en ce qui concerne les femmes. Et l'Afghanistan, c'est le seul pays dans le monde où les jeunes filles et les femmes n'ont pas le droit à avoir des éducations secondaires ou aller à l'université. Karim Pakzad, on essaye de comprendre un petit peu la logique des talibans. Est-ce que vous avez des éléments d'explication? Il y a cette femme, cette militante très forte qui dit à un moment donné dans le film en quoi on est une menace pour eux? Qu'est-ce qui les excite chez nous? Comment ça se fait que nous sommes leur cible? Est-ce qu'on a des éléments d'explication? Quelle est la logique des talibans derrière cela? Oui, la logique des talibans, d'abord je dois dire que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, avec une toute petite nuance. Tout cela n'est pas interdit par la loi. Pour une simple raison que dans le régime du Taliban, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de lois. Ce n'est pas un régime qui décrète des lois, qui a un conseil législatif, etc., etc. Il n'y a pas de loi. L'origine de tout acte des talibans, dans toutes les affaires de la vie sociale, politique, économique, etc., notamment la répression ou la discrimination totale envers les femmes, a 2 origines.
d'abord la charia, ensuite les traditions ancestrales d'une grande partie de la population afghane, notamment des talibans, c'est-à-dire les traditions ancestrales des Pashtuns. Ces deux sources qui, la première est plus ou moins écrite, parce que c'est le Coran, parce que c'est-à-dire les paroles de Mahomet ou de Mais le reste, c'est décidé par les hommes. Par les hommes. Et la deuxième est aussi important, parfois même plus important que la première. Najat Vallaud-Belkacem, que vous inspire la situation de ces femmes? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit tout d'un coup. C'est vrai qu'il y a toute une génération de jeunes femmes qui n'avaient pas connu les talibans et qui, du jour au lendemain, se retrouvent soumises à ces lois des talibans. Ça a été une forme de sidération, de choc absolu pour ces jeunes femmes qui n'avaient pas connu ça avant. Qui non seulement n'avaient pas connu ça avant, mais qui avaient connu une période d'accalmie durant laquelle elles ont montré beaucoup d'appétence, notamment pour les études, pour la scolarité. Et donc, c'est vraiment des espoirs qui sont plus que défaits, qui sont détruits. C'est une calamité. Franchement, nous... Alors, je m'exprime ici à la fois à titre personnel, mais évidemment aussi comme présidente de France Terre d'Asile, puisque France Terre d'Asile mène un plaidoyer assez actif depuis maintenant plusieurs mois pour que l'Union européenne, la France apportent des réponses, au moins pour les femmes qui cherchent à fuir, parce que ce qui a été décrit, c'est encore, j'allais dire, les mots sont trop faibles pour décrire emmurée vivante, confinée à vie, aucune perspective. Effacée. On voit dans le film ce moment où, en plus, victimes d'attentats divers et variés, ne pouvant même pas assister aux enterrements des leurs, de leurs sœurs. Enfin, c'est vraiment une horreur absolue. L'éducation dans tout cela est un des éléments qui nous frappe le plus, parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même rarissime de voir un pays comme ça édicter une telle règle. Mais au-delà de l'éducation, qu'est-ce qui se passe en les empêchant de travailler? Nombre d'entre elles étaient dans les métiers du soin, de la santé. On va voir en fait la santé aussi de ces femmes se dégrader progressivement. On voit l'extrême pauvreté qui est remontée. Moi, je dirige une ONG, One, qui s'occupe de lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Donc, je peux vous dire, ces chiffres-là, je les suis aussi. Vous avez plus de 90% de la population aujourd'hui qui a du mal à se procurer de quoi manger au quotidien. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Amnesty International a qualifié ce qui est fait contre les femmes en Afghanistan de crime contre l'humanité, de génocide. De génocide. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas de pire pays aujourd'hui que l'Afghanistan où naître femme. Et la communauté internationale ne peut pas rester comme ça sans réagir. Oui, parce que vous avez raison, elles étaient dans des métiers de soins. Est-ce que le régime, le pays peut tenir sans les femmes, tout simplement, sans ce qu'elles faisaient, sans ce qu'elles apportaient au pays en tant que femmes qui travaillaient? Ce qu'on oublie un peu, c'est qu'avant l'arrivée des talibans, il y a eu 45 années de guerre et d'invasions différentes en Afghanistan. Donc, de par ce fait, entre les hommes qui ont fui, les hommes qui ont été tués pendant ces différentes guerres, les hommes handicapés, plus de 75% des foyers, le chef de famille, étaient des femmes, surtout dans les grandes villes. Donc, c'était son salaire qui nourrissait en moyenne, on estime, à 5 enfants, 6 enfants par femme. Ce que nous avons souvent avec Shakiba au téléphone, toutes ces femmes afghanes qu'on essaye d'aider, etc., c'est cette question, moi, qui me terrifie dès que j'allume mon téléphone, c'est pourquoi ce silence? Comment ça se fait que vous le savez de l'autre côté et que vous ne bougez pas? Pourquoi nous en tirer vivantes 28 millions sans qu'il y ait aucune réaction? Et on a des films comme celui-là qui nous exposent les choses. Sauf qu'après, c'est vrai que moi j'aurais bien voulu qu'il y ait des politiciens qui nous parlent. Moi, il y a quelques jours, je me suis retrouvée avec Monsieur Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était sur les plateaux de télé en 2020, qui nous disait taliban inclusif, modéré, etc. Et il a répondu totalement à côté de ma question quand je l'ai interpellé sur le fait qu'ils sont où vos talibans modérés? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que tout le monde est très très gêné. Vous savez, la plupart du temps, quand vous parlez des femmes afghanes, les politiciens ont un petit regard vers le bas. Donc on aimerait bien que ce regard se lève et qu'on comprenne ce qui se passe. Et moi, ce dont j'ai très peur, c'est que non seulement le terme génocide, ça ne nous parle pas aujourd'hui, etc. Ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est terrible ce qui se passe pour les femmes afghanes, le pays le pire pour les femmes aujourd'hui, c'est que ça nous concerne aussi ici en Occident, cette crise afghane. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi le laboratoire de fabrication de terroristes. Et si demain, on recommence tout ce que nous avons vécu en Occident, à ce moment-là, on verra qu'il y a 28 millions de femmes qu'on a enterrées vivantes. Et à la différence de 96, où les talibans première version sont arrivés, c'est qu'en 2021, on le sait tous, tout le monde le savait. Donc on a tous une responsabilité. Il y a aussi une question qui m'a frappée dans ce film, elle est un tout petit peu abordée, c'est la question de la santé mentale
des femmes. On a cette jeune femme qui semble être en dépression. Le sujet est pris au sérieux par les experts des droits humains de l'ONU qui sont allés sur place en mai dernier. Nous sommes alarmés par les récits de suicides croissants chez les femmes et les filles, disent-ils. Il n'y a pas de chiffre officiel, évidemment, il n'y a pas de chiffre précis, mais il y a une enquête qui a été menée sur un tiers des 34 provinces du pays jusqu'en août 2022 et elle montre que les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes à tenter de se suicider. On est en train de mettre à mort les femmes d'Afghanistan. Il n'y a pas d'autre nom. C'est ce que nous dit la présidente d'ONU Femmes France. Est-ce qu'on a une idée du niveau de ce fléau, de ces suicides, de ces questions de santé mentale en Afghanistan? Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce qu'on le sait par le nombre de boîtes d'antidépresseurs qui circulent? Est-ce qu'on a des éléments qui nous disent quelque chose de la santé mentale des femmes afghanes? Moi, je pense que les femmes afghanes sont très fortes. Elles ont montré, en fait, dès l'arrivée des talibans, à quel point elles sont résilientes et qu'elles sont prêtes à se battre pour leur liberté. Je pense que ça, c'est une partie de ce qu'on peut voir. Évidemment, la guerre, c'est pas quelque chose d'enchantant. Enfin, tout le monde est triste, personne n'a envie qu'il y ait toujours des crises. Évidemment, il y a des femmes qui souffrent. Les femmes afghanes, depuis plusieurs générations, sont en train de ramasser les reliques de leurs enfants. Elles sont devenues une machine de reproduction des êtres humains et la guerre leur dévore, en fait, leurs enfants. Les femmes de cette nouvelle génération de femmes afghanes ne sont pas les mêmes que l'ancienne génération. Elles sont éduquées, elles savent mieux s'en sortir. Et donc combatives. Combatives. Il y avait beaucoup de femmes entrepreneurs, justement, qui ont créé des entreprises. Quand bien même qu'il y ait autant de difficultés, les femmes continuent à se battre, même si ils sont derrière les rideaux. Dans le front, mais il y a quand même, il y a beaucoup de femmes. Chez les très jeunes. Chez les très jeunes. Chez les très jeunes. Les mamans nous disent que certaines avaient... C'est pour ça qu'elles étaient debout encore. Elles sont encore debout aujourd'hui. Vous savez, il y a quand même des femmes résistantes, même si sur les 4 qui manifestent, il y en a 2 qui ne rentrent pas chez elles le soir parce qu'elles savent qu'elles risquent leur vie. Elles sont quand même debout. Mais il y a eu beaucoup de suicides. Nous avons beaucoup de cas de suicides chez les très jeunes qui ont, tout d'un coup, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, ne connaissaient pas ce régime Quand taliban. vous dites très jeune, c'est moins de 20 ans? C'est moins de 20 ans. C'est toutes celles que tout à l'heure vous parlez, de toutes celles qui ont eu cette fenêtre d'espoir pendant 20 ans, éduquées, apprendre l'anglais, le français, aller travailler, prendre des cours de langue, etc., faire du sport, dans les grandes villes en tout cas. Dans les grandes campagnes, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais chez tous ces très jeunes et dans les grandes villes, et c'est pas des comprimés, on n'a pas de comprimés, c'est immolation, c'est se brûler, c'est des choses beaucoup plus terribles que des comprimés. On n'a pas de médicaments en Afghanistan. Donc Karim Pakzad? Oui, je suis d'accord d'une manière générale, tout ce que vous dites, mais quand même, il faudrait un peu relativiser. Relativiser dans quel sens? Dans le sens que, par exemple, à titre d'exemple, dépression des femmes, suicide chez les femmes, c'est pas nouveau? C'est pas nouveau en Afghanistan? Absolument. C'est pas nouveau par rapport au 15 août 2021? Oui, mais c'est pas une raison de l'accepter. Non, évidemment. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec vous sur tous ces éléments-là, mais quand même, il faudrait que les éditeurs sachent que tout ça, c'est nouveau, n'est pas nouveau. Parce que c'est un système très patriarcal. Parce que voilà, la raison, et même avant, si on n'avait pas vraiment des chiffres, des éléments concrets pour savoir combien de femmes sont suicidées, mais on le sait. Moi, je le sais. Moi, je le sais, de fait de mon origine, de fait de mon âge, de fait d'avoir connu différents régimes en Afghanistan, c'est que les femmes ont toujours été réprimées, discriminées, et les femmes non... Je vais tout de suite mettre en part une toute petite minorité éduquée, formée, qui ont fait des études. Avec une différence ville et campagne ou pas, Karim Pakzad? Absolument, il y a une énorme différence. Najat Vallaud-Belkacem. Non, je voudrais revenir juste sur cette question du suicide, parce que, en précisant une chose pour la bonne compréhension de tout le monde, c'est que ces chiffres du nombre de femmes qui finit par être supérieur à celui des hommes en suicide, sont particulièrement frappants parce qu'à l'échelle mondiale, on sait que généralement, le nombre d'hommes est toujours largement plus important que le nombre de femmes devant le suicide. Qui se suicident. Et donc, quand ce rapport-là s'inverse,
mais ça nous renseigne évidemment de façon absolument flagrante sur ce qui se passe dans ce pays. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que les femmes afghanes qui se suicident, c'est en Afghanistan. C'est malheureusement aussi au Pakistan, par exemple, parce qu'on ne peut pas ne pas évoquer ce qui se passe en ce moment. Les quelques femmes afghanes qui arrivent à quitter l'Afghanistan pour essayer de se réfugier arrivent soit en Iran, soit au Pakistan, dans les pays voisins. Et il se trouve que le Pakistan, récemment, pris d'un coup de colère contre son voisin afghan, a décidé qu'il allait chasser 2 millions de réfugiés afghans installés chez lui. Et donc, du coup, ces femmes, parmi ces personnes, ces femmes qui ont compris qu'elles allaient être obligées de retourner dans leur pays, elles sont très nombreuses à se suicider en ce moment même au Pakistan. Et donc, en Iran, pareil. Et en Iran, pareil. Elles préfèrent mourir que de revenir. Exactement. Donc, enfin, je veux dire, ça plaide encore une fois pour que quand ces femmes ont réussi à quitter leur pays et rejoindre un pays voisin, nos autorités consulaires sur place les aident à, si possible, rejoindre la France ou l'Europe. L'histoire de l'Afghanistan est intimement liée à la nôtre, à celle des Occidentaux. Le film le raconte très bien. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 à New York, les États-Unis, soutenus par l'OTAN, déclenchent une nouvelle guerre et renversent le régime taliban. L'objectif initial était de faire en sorte que le pays ne soit plus une base pour les terroristes. Ça a duré 20 ans. 20 ans de présence internationale sur le sol afghan. 20 ans de protection relative des femmes afghanes. La réalisatrice parle même, et vous l'avez dit tout à l'heure, d'une phase d'émancipation pour les femmes afghanes. Et un jour, tout le monde a décidé de partir. Abandon, trahison aux yeux de certaines femmes afghanes qu'on entend dans ce film. Écoutez. Je dirais que la coalition internationale n'en avait sincèrement rien à foutre des femmes en Afghanistan. Ouh, les petites femmes d'Afghanistan, elles ont des problèmes, allons les aider vite. Et puis, quand elle n'a plus eu besoin des mêmes femmes afghanes dans sa stratégie, alors elle les a lâchées. Najat Vallaud-Belkacem, j'ai envie d'interroger l'ancienne ministre que vous êtes. Vous êtes du côté du pouvoir un peu plus que nous tous ici réunis. Est-ce que vous avez le sentiment que la coalition internationale, que les Occidentaux ont abandonné les femmes afghanes, ils les ont lâchées? D'une certaine façon, oui. Ouais. Je suis bien obligée de le dire parce que, vous voyez, par exemple, quand en août 2021, donc, que Kaboul est tombé, il y a eu un certain nombre de départs, comme vous le savez, y compris ici en France, a été organisée une opération qu'on appelle l'opération Apagan pour rapatrier, on va dire, le maximum de gens, de personnes afghanes qui avaient notamment aidé nos forces sur place. Ouais. C'est étonnant tout de même qu'à ce moment-là, on ne se soit pas dit, mais en fait, c'est essentiellement des hommes. C'est ça. En fait, en réalité. Quand vous regardez les demandeurs d'asile afghans sur notre territoire, il y en a peut-être, je ne sais pas, 10 000 en ce moment, eh bien, ce sont... Pour la quasi-totalité, ce sont des hommes, parce que qui sait qui a réussi à fuir sans avoir besoin d'un chaperon pour prendre, je ne sais pas quoi, l'avion au moment d'août 2021. Sans les enfants à traîner. Sans les enfants à traîner, ou alors à faire le périple, enfin qu'on imagine bien, par l'Iran, la Turquie, etc., au risque d'être victime de traite, torturé ou que sais-je. Qui fait ça? Donc c'est plutôt les hommes que les femmes. Donc en fait, que la communauté internationale, à ce moment-là, avec la coalition, ne se soit pas dit, ben, en fait, les femmes, il va falloir qu'on aille les chercher. Ouais. Les hommes ont peut-être réussi à arriver par leurs propres moyens. Les femmes, il faut qu'on aille. Et ça veut dire quoi, aller les chercher? Ça veut dire créer des corridors humanitaires, ça veut dire faciliter la délivrance de visas. On n'a plus, il faut comprendre que la France n'a plus de représentation consulaire en Afghanistan. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse de si près à ce qui se passe dans les deux pays voisins, donc Pakistan et Iran. Et qu'on dit, quand les femmes, elles sont rares malheureusement, mais les quelques femmes qui arrivent à fuir l'Afghanistan pour aller dans un de ces pays voisins, où on a des représentations consulaires, des ambassades, il faut, sur place, leur délivrer des visas rapidement, en comprenant que les démarches, elles ne peuvent pas prendre des mois et des mois, en comprenant que leur gouvernement afghan ne leur délivre plus de passeport, donc ce n'est pas la peine de leur demander de fournir un passeport ou de retourner chez elles pour avoir le bon papier. Leur demander l'impossible. C'est vraiment impossible. Ouais. Donc il faut vraiment les aider. C'est ne rien comprendre à ce qu'elles vivent. C'est ne rien comprendre à ce qu'elles vivent. Il faut aussi avoir en tête que quand elles arrivent dans un de ces pays, Pakistan, Iran, franchement, c'est des gouvernements qui ne les aident pas beaucoup.
sur place, hein, donc elles se retrouvent souvent à la rue, complètement démunies, victimes évidemment de violences sexuelles, pour certaines même obligées de se prostituer. Enfin, c'est une horreur. Tout est une horreur dans l'histoire. Donc nous autres, si on a un peu de valeur, qu'on se dit diplomatie féministe, etc., franchement, ne pas agir là-dessus en délivrant des visas et en créant ce corridor humanitaire, c'est incompréhensible. Shakiba Davoud, vous les entendez, ces mots d'abandon, de trahison de la part des femmes afghanes avec lesquelles vous êtes en contact? Elles se sont abandonnées par l'Occident, par les forces occidentales. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Nadia. Je pense que quand on a évacué le 15 août 2021 des Afghans, la plupart d'entre eux, c'était des hommes. Et après, les femmes qui les accompagnaient étaient des mères, mais pas forcément des militants, des journalistes, des activistes de droits de l'homme. En fait, il y a un grand nombre des femmes éduquées, activistes, en tout cas actives socialement, ont resté en Afghanistan. Elles ne pouvaient pas sortir. Et les élites avaient déjà évacué l'Afghanistan avant le 15 août. Ils étaient sortis dans les pays étrangers ou même arrivés en France un mois avant la chute, parce que tout le monde avait prévu. En fait, l'Occident, les États-Unis, ceux qui ont signé les accords de Doha, ils savaient très bien qu'avec l'arrivée de l'Afghanistan, cet effondrement va avoir lieu tel que ça a eu lieu, exactement. Sauf les femmes afghanes, c'était les premières surprises. C'est-à-dire qu'elles ne comprennent toujours pas aujourd'hui que le 15 août 2021, on donne la clé à un régime, et elles pensaient que justement on nous avalait ces négociations et que jamais on allait toucher au moins au minimum le droit au travail, à l'éducation. C'était les premières surprises. Elles imaginaient, et qu'est-ce qu'elles imaginent peut-être encore? Qu'on intervienne à nouveau? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait? Que la coalition, une autre coalition internationale, c'est-à-dire des pays étrangers interviennent? C'est-à-dire que le but, là, on ne va pas refaire le débat pour savoir s'il faut à nouveau une force militaire, etc. Ouais. Ce qu'elles ne comprennent pas, et on est là, moi je suis là en tout cas pour pas aussi apporter la parole de ces femmes-là, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est comment c'est possible. Par exemple, j'aimerais beaucoup qu'elles entendent le discours de Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire, comment c'est possible que l'Occident, qui était là pendant 20 ans, et que le but c'était de dire on vient vous aider parce que vous êtes battus contre le terrorisme international. Il faut quand même rappeler qu'on est venu en Afghanistan parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001, pas pour les femmes afghanes. On est venu parce que voilà. Et donc pendant cette période-là, 20 ans, on leur a dit on est là. On a été, il y a eu des femmes comme moi, diplomates, etc. Et on s'est battus, on a présenté l'Occident. On a même formé on a fait des ONG. On les a formés. Moi-même, j'ai poussé des centaines de femmes en disant il faut te montrer, il faut créer ton association, il faut faire des pages Facebook, il faut être active. Et toutes celles-là, j'ai du mal à leur répondre aujourd'hui en disant puisque tu as fait tout ça et que tu connais l'Occident et que tu es aussi de l'autre côté, comment ça se fait que ce silence assourdissant? Et en fait, c'est ça la réponse. Vous savez, moi j'ai une silence ONG. Et non-action. Mais c'est surtout le silence, c'est-à-dire qu'on fait quoi en fait en murée vivante? Donc pour rebondir à ce qui a été dit, moi je me suis occupée pendant 30 ans d'une ONG française qui s'appelle Afghanistan Libre. On est 300 000 filles qui allaient à l'école. Aujourd'hui, on n'a aucune de nos écoles qui peut fonctionner. Le directeur, la directrice ont été emprisonnés pendant 3 mois. J'étais obligée d'intervenir par des choses dont je ne suis pas très fière pour pouvoir les sortir de là-bas sans qu'elles soient lapidées, sans qu'elles soient tuées. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment, c'est-à-dire qu'on sait très bien quels sont les pouvoirs qui aident. J'étais obligée de faire intervenir des amis qui étaient à Doha et des pouvoirs des gens qui sont au pouvoir que je connais, qui devaient intervenir par Doha, qui a reçu des coups de fil de Kaboul pour dire il faut le libérer, etc. Alors on est dealer avec des gens pas fréquentables. Jeudi soir, elles ont été libérées, alors que le vendredi, c'était... il fallait, leur seul défaut, c'était qu'elles étaient directrices de nos écoles. Hein. Donc ces écoles n'existent pas. Et aujourd'hui... Afghanistan Libre, cette ONG que j'avais, il y a un décret des talibans du ministère des Affaires étrangères de Kaboul en disant ça ne doit pas exister, aucune école ne doit fonctionner, ce sont des mécréantes. Ce qui me mémorifie le plus, moi aujourd'hui, vous savez, c'est quand pendant 2019-2021, je venais sur les plateaux parce que je disais ça n'existe pas de talibans modérés. Il faut arrêter de nous dire ça. Vous aviez averti. Hein, vous négociez avec eux. Aujourd'hui, on dit non, on ne peut pas discuter avec ce régime, donc on ne fait pas de l'aide humanitaire. Donc on ne comprend plus rien. Donc on les abandonne, quoi. Voilà. Le mot abandon. Et entre négociation et discussion, si moi je ne comprends pas de ce côté avec vous, comment comprennent ces Afghanes, les 28 millions de femmes, comme vous dites, non-action, abandonnées. Abandonnées. Karim Pakzad. Lorsque les Afghans disent oui, vous ne faites rien, vous nous avez abandonnés. Ouais. Ils ne parlent pas de l'aide humanitaire, ils ne parlent pas de visa. De quoi parle-t-il alors?
ils ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent. Parce qu'aussi, ils parlent encore d'une nouvelle invasion d'Afghanistan par une puissance étrangère. Pour libérer, entre guillemets, pour libérer l'Afghanistan, on va assister encore à la même chose, à la répétition de l'histoire. C'est la raison pour laquelle il faudrait, à mon avis, moi je dis que l'Afghanistan a été abandonné. Voilà. L'Afghanistan a été abandonné, non seulement abandonné, si on prend le point de vue des Afghans, mais il a abandonné la communauté internationale. Vous savez, lorsqu'on parle de la communauté internationale, c'est-à-dire les pays occidentaux. Alors, cette communauté internationale a abandonné l'Afghanistan aux puissances régionales. L'Afghanistan des talibans sont quasiment, enfin de facto, tacitement, est reconnu par la Chine, par la Russie, par l'Iran, par l'Ouzbékistan, par le Pakistan, etc. Reconnu quasiment. Et la Russie. Voilà. Donc, voilà, Afghanistan, bon, d'accord, Donald Trump, que vous revenez au pouvoir, il a annoncé hier que moi, je vais faire des affaires avec les talibans. Aux échanges, je demande de me redonner la base militaire de Bagram. À part des déclarations de ce genre, moi, je pense qu'il faudrait, il faudrait chercher une solution à l'intérieur du pays. Parce qu'il n'existe pas, malheureusement. Alors, c'est la question que je me suis posée. Il n'existe pas, si vous voulez... La solution ne viendra pas de l'extérieur, c'est ce que vous nous dites. C'est une question que je me suis posée. L'intérieur n'existe pas, et c'est le sens du deuxième extrait que je vais diffuser maintenant. Est-ce que le changement peut et va venir de l'intérieur? Est-ce qu'il peut venir, par exemple, de ce courage incroyable de ces femmes afghanes qui résistent? Je voudrais qu'on écoute cette femme qui résiste justement en Afghanistan. Mais je suis prête à tout type d'incident. Je suis même prête à ce qu'un homme armé vienne ici et me tire une balle sur cette chaise. Je suis prête pour ça et j'en suis heureuse. La mort nous accompagne, nous les humains. On va tous mourir aujourd'hui ou demain. Alors pourquoi ne pas vivre nos vies avec dignité? Pourquoi ne pas vivre avec fierté? Si je meurs demain, je mourrai fière d'être restée avec les femmes d'Afghanistan jusqu'au dernier jour de ma vie. Hachimi, est-ce que la solution peut venir de là, de ce courage de ces femmes et peut-être aidée par des hommes? On n'a pas parlé des hommes, mais est-ce qu'ils résistent aux côtés de ces femmes, par exemple? Moi, je voudrais revenir au début de notre débat, c'est-à-dire qu'on est là pour les Afghanes. Et c'est vrai, pour un Afghanistan avec des solutions, certes, mais il faudra savoir aussi que ces accords de Doha pour mettre ces talibans au pouvoir ont été décidés sans les Afghans, avec justement l'Occident et à Doha. C'était pas décidé en Afghanistan avec les Afghans et dans le pays. Ça a été décidé à l'extérieur. Donc arrêtons l'hypocrisie aussi de se dire que les solutions vont venir d'un pays qui a été détruit pendant 45 années avec 4 envahisseurs différents, à commencer par les Russes. Et que pour vous, ça ne peut pas venir de l'intérieur, ça ne peut pas venir de ces femmes. C'est-à-dire que les talibans ne sont pas de l'intérieur déjà. Les talibans de Jalalabad prennent leurs instructions auprès du Pakistan, les talibans de Kandahar prennent leurs instructions auprès de Doha, les talibans de Kaboul prennent leurs instructions auprès des autres pays. Et il y a une ingérence de toutes parts. Et il y a l'ingérence de tout le monde. Et en plus, on le sait très bien qu'en août 2021, la négociation a été faite au niveau régional, en dehors des Afghans, pour dire on vous laisse l'Afghanistan aux Russes, aux Chinois, parce qu'il y avait ce projet de route de la soie avec 50 milliards d'investissements, et qu'en échange, on va se concentrer sur l'Asie du Sud-Est. On oublie aussi que le 15 août 2021, par exemple, Kamala Harris était à Singapour, alors qu'il y a eu la prise de Kaboul. Donc, bien évidemment que la solution doit venir de l'intérieur, et bien évidemment, mais sauf que nous parlons d'un pays le moins avancé du monde aujourd'hui, avec pas 15 millions, mais les chiffres du PAM, c'est plus de 29 millions qui ne mangent pas à sa faim, et avec 45 années de guerre et la destruction totale de l'État 4 fois différentes. Donc comment voulez-vous qu'avec ça, c'est ça la grande différence par exemple entre les Afghanes et les Iraniennes. Vous savez, en Iran, l'éducation n'a jamais été interdite. Donc aujourd'hui, vous avez des femmes iraniennes qui n'ont rien à envier, vous et moi. Elles ont été à l'université, elles sont, voilà. En Afghanistan, nous n'avons pas ça. Alors certes, il ne faut pas que tout le monde fuit, parce que voilà, mais c'est facile à dire pour moi qui suis ici du bon côté de la planète. Mais pour celles qui sont là-bas, la solution vient aussi parce qu'il faut des coups de main, il faut des gens comme nous de l'extérieur qui ne les abandonnent pas. Najat Vallaud-Belkacem, il y
a eu cet appel en France de 350 personnalités pour multiplier les visas pour les femmes afghanes. Est-ce que les solutions peuvent venir et doivent venir de l'extérieur ou est-ce qu'elles doivent aussi venir de l'intérieur? Est-ce que c'est même possible? Apparemment, ça ne l'est pas. Alors, on a lancé cet appel, notamment avec Solène Chalvon-Fioretti, parce qu'on avait, quand je dis on, c'est France Terre d'Asile, parce qu'on avait vraiment besoin que le gouvernement entende qu'il y avait une mobilisation de la société civile et pas simplement d'une association, d'une journaliste, etc. C'est quelque chose qui nous touche toutes, particulièrement les femmes, mais aussi les hommes. Et je crois que ça a été compris. Il y a eu de nombreuses réunions au sein du gouvernement et de l'Élysée pour travailler sur le dossier. Je ne suis pas du tout satisfaite de la façon dont ça a avancé. Pour être tout à fait franche, quand en septembre dernier, on a accueilli à grand renfort de communication, je crois qu'il devait y avoir 5 femmes afghanes à l'aéroport en disant bravo, on les accueille. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il faut être à la hauteur de l'enjeu. Parce que je suis quand même bien d'accord avec une chose, c'est qu'il faut distinguer l'enjeu diplomatique et l'enjeu individuel. L'enjeu diplomatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire changer les talibans, si quelqu'un peut le faire, j'y reviendrai dans un instant. Mais l'enjeu individuel, c'est que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, il y a des femmes qui sont emmurées vivantes, etc. Et bon, voilà, individuellement, vous pouvez leur tenir tous les discours que vous voulez. Le plus urgent, c'est quand même de les aider à s'en sortir, ce qui passe aujourd'hui par sortir. D'où que vienne l'aide, qu'elle vienne de l'extérieur. D'où que vienne l'aide, bien sûr. Mais pour revenir à l'enjeu diplomatique, plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues autour de la table, mais moi, j'ai jamais imaginé que les gouvernements occidentaux auraient un quelconque levier d'influence sur les talibans, puisque les talibans, par définition, arrivent au pouvoir contre les gouvernements occidentaux. Donc, j'imaginais mal comment est-ce que, je sais pas, les États-Unis ou quiconque de ce côté-là de la Terre pourrait peser sur eux. En revanche, on aurait pu imaginer, notamment du fait des liens que vient de rappeler Chekeba avec le Qatar, etc., que des gouvernements arabes puissent peser ou chercher à influencer, disons, que cette aide vienne de là. Adoucir un petit peu les positions des talibans. Je n'ai rien vu de tel. Et c'est désespérant, en fait. Qatar. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'on peut terminer ce tour de table, cette émission, parce qu'elle arrive à sa fin sur cette question-là. Est-ce que ça pourrait venir des pays arabes, Karim Pakzad? Mais le problème est que les talibans, ce sont des gens afro, on le connaît, leurs pratiques, leur façon de vivre, leurs croyances. Je suis parmi, leur fanatisme. Enfin, je suis parmi ceux qui ont lutté, ont combattu les talibans depuis la fin des années 90. Vous voyez. Mais en même temps, je connais l'Afghanistan. Même ces dernières années, je suis allé 5 fois. On ne peut jamais gagner cette guerre militairement. Pourquoi je pensais ça? Parce que je connaissais l'Afghanistan. Je savais que malgré ce que Chekeba vient de dire, c'est très à la mode, surtout pour une partie de la population, ou plutôt pour une partie des forces politiques, de dire que les talibans sont des serviteurs de Pakistan. Voilà. Ben non, ce n'est pas vrai. Ils sont indépendants, vous voulez dire, on peut pas... Aujourd'hui, le pays avec lequel ils sont en conflit aujourd'hui, c'est le Pakistan. Justement. Non, les talibans, malheureusement, ils ont une assise ethnique, enfin, on l'appelle en France assise populaire. Qu'en Afghanistan, une assise populaire se traduit par l'assise ethnique, forcément, parce que c'est un pays multi-ethnique. Chaque personne, chaque politicien, chaque parti, lorsqu'il parle de leur assise, il parle de l'influence qu'il a au sein de son ethnie. Voilà, c'est comme ça. Et les talibans, malheureusement, ils représentent une force énorme dans le passé et aujourd'hui militairement grâce aux États-Unis. 2 secondes, je vais vous donner une chiffre. 2 secondes, parce que le temps file. Les Américains ont laissé 360 000 mitraillettes M4. 360 000 La France, pour renouveler ces mitraillettes de son armée, a commandé 120 000. Wow. La proportion, vous voyez, les talibans possèdent
2000 blindés, Ouais. 60 chars. Alors, pardon. Donc, c'est ça notre politique. La question, alors, si on veut faire intervenir, bon, on va répéter Moi, le je même. pense d'où peut venir que- l'espoir, alors? Je pense qu'il faut être naïf de vouloir seulement attendre aux femmes afghanes de changer la situation, de résister, etc. Je pense qu'il faut aussi engager les hommes afghans. Pourquoi on attend tout le temps que les femmes fassent des efforts, mais on n'attend rien des Afghans, tout simplement. Enfin, il y a quelques jours, il y avait un chef de gouvernement taliban, Abdul Bari Omar, le directeur de bureau d'alimentation et de médicaments talibans est venu en Allemagne pour assister à une conférence parmi leurs fidèles. Mais avant d'aller en Allemagne, en Cologne. Lui, il a eu le visa, mais pas les femmes. Avant ça, en fait, il était en voyage en Belgique, aux Pays-Bas et en Slovaquie. Comment un représentant taliban peut circuler dans les pays, enfin, en Occident, comme ça, si librement, et participer à des réunions, tout simplement? Dès leur arrivée, on a dit on ne négocie pas avec les talibans. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors que quand ils ont des voyages diplomatiques en Occident, ils voyagent très facilement, alors que de l'autre côté, les femmes afghanes manifestaient dans la rue pour essayer de soutenir leurs sœurs en Afghanistan, et que nous, de l'autre côté, on a une grande diaspora afghane, notamment des hommes qui soutiennent les talibans. Et ils ne sont pas seulement en Allemagne, ils sont en France, ils sont partout, et nous n'arrivons pas à cadrer et engager ces personnes-là à utiliser leur force pour les caler de bon côté de... Voilà. Un appel est lancé en tout cas. Plusieurs appels même sont lancés. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On aurait pu continuer des heures, mais le temps tourne. Merci en tout cas d'avoir été là. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Public Sénat.